Bonjour, je suis Dr Miko Gouda de Casablanca, médecin esthétique et laryngériste. Donc aujourd'hui, je vais présenter le traitement des lésions vasculaires au laser Nd:YAG. Voilà. Donc on va suivre un plan classique avec une introduction et définition. On va parler un peu des modes d'action des lasers vasculaires, les accessoires du laser, un peu les caractéristiques qui vont nous permettre de connaître et de bien choisir les paramètres, les indications et les contre-indications, les risques et précautions. Par la suite, on verra quelques cas traités au laser vasculaire. On pourra les discuter pour enfin conclure. Donc, comme introduction, c'est une introduction qui est assez basique. On va parler un peu des lasers, qui est une amplification lumineuse par une émission de rayonnement stimulé. Donc, c'est à partir d'un milieu solide, liquide ou gazeux, dont on va exciter les électrons des atomes avec une source externe qui est généralement électrique. Ces électrons vont émettre un faisceau de lumière cohérent, monochrome, qui vont nous constituer un faisceau laser. Donc, les lasers vasculaires sont des lasers dont le chromophore principal est l'hémoglobine. Les principaux lasers vasculaires sont l'Nd:YAG, qui est un laser au grenade d'yttrium d'aluminium dopé au néodyme. Sa longueur d'onde est de 1064 nanomètres et il se situe dans l'infrarouge. C'est un laser qui est vraiment polyvalent, avec des capacités de pénétration en profondeur dans la peau. Donc, il fonctionne avec des temps d'exposition qui sont très variés, allant de temps beaucoup plus longs, en millisecondes, c'est le mode piano, jusqu'à des temps beaucoup plus brefs, de l'ordre des nanos et des picosecondes, c'est le laser que switched. Mais en matière de laser vasculaire, on sera dans les millisecondes, c'est le mode Versa. Donc, comme on peut le voir, c'est l'Nd:YAG avec des temps qui sont beaucoup plus longs, c'est le piano, des temps qui sont beaucoup plus... Donc, avec des temps qui sont beaucoup plus longs, c'est le mode piano. Et ensuite, on a le mode Versa, qui est le mode vasculaire. Ensuite, on a le FRAC 3, qui est un mode de stimulation de collagène. Voilà. On a ensuite le laser KTP, qui est un laser Nd:YAG, qui est, avec un cristal qui a la propriété de diviser la longueur d'onde par deux, d'où la longueur d'onde qui est de 532 nanomètres. Il se situe dans le verre jaune. Et ensuite, on a le laser colorant pulsé. C'est un produit de rayonnement lumineux par simulation d'un colorant liquide. Donc, sa longueur d'onde accordable se situe entre les 550 et les 590 nanomètres. C'est une lumière qui est visible. En pratique, c'est un laser qui est très cher, avec un maintien qui est assez difficile. On a un autre laser qui est nouveau, qui est l'Advalight laser. C'est une combinaison d'énergie laser jaune et infrarouge de haute puissance ciblant les composants vasculaires, notamment celle du mélasma, des dyschromies, et j'en passe. Sa longueur d'onde est de 589 nanomètres. Donc, comme sur le schéma, on a l'Nd:YAG qui a une longueur d'onde de 1064 nanomètres. Donc, il a plusieurs chromophores, notamment l'hémoglobine, celle qui nous intéresse le plus. On a les autres longueurs d'onde qui ont bien sûr leur cible ou leur target qui se situe dans l'hémoglobine. Donc, ils ont deux modes d'action principales. On a la thermolyse sélective qui va nous permettre de faire une rupture de la paroi vasculaire avec une extravasation de sang qui va nous donner un purpura. Alors qu'avec une photocoagulation sélective, on aura un effet de sclérose et on aura moins de purpura, donc moins de downtime. Voilà, donc le laser à colorant pulsé, il nous donne une photothermolyse comme l'Advalight, alors que le KTP et le laser Nd:YAG non pulse vont nous donner une photocoagulation. Donc sur ce schéma-là, on va comparer un peu les longueurs d'onde. Donc on a au niveau du KTP, c'est une longueur d'onde qui est assez courte par rapport à l'Nd:YAG. Donc sa profondeur sera beaucoup plus courte, donc il va s'arrêter au niveau de l'épiderme, alors que le colorant pulsé qui a une longueur d'onde beaucoup plus longue, il sera au niveau du derme superficiel, alors que l'Nd:YAG qui a une longueur d'onde qui est beaucoup plus importante évidemment, va arriver jusqu'au subcutaneous fat, ou le gras sous-cutané. Donc, en ce qui concerne les accessoires du laser, on a bien sûr les pièces à main qui vont nous aider à focaliser le faisceau, faciliter le geste, déterminer exactement la distance idéale entre la pièce à main et le tissu. Donc, quand on a des pièces à main avec des pointeurs, il ne vaut mieux pas défocaliser le shot parce qu'on a bien la distance qui est bien déterminée par le fabricant.
On a un autre engin qui est le scanner, qui assure le déplacement reproductif de la zone à traiter, avec un contrôle de temps d'exposition, avec une couverture homogène de la zone à traiter, par exemple en cas de rosacée. Ensuite, on va parler du dispositif de refroidissement qui est vraiment indispensable, c'est la cryothérapie avec le Zimmer, les packs de glace, les sprays de gaz cryogénique. Leur intérêt, c'est de diminuer la douleur et avec un intérêt beaucoup plus important qui est de protéger la peau pour ne pas avoir des suites indélébiles. Maintenant, c'est la partie la plus intéressante, c'est le choix des paramètres. Donc, le choix des paramètres sera bien conditionné par des éléments très importants. Donc, ça sera bien sûr la longueur d'onde. Dans ce topo ou dans cette présentation, on va essentiellement parler de l'NDIAG. Les pièces à main, donc ça sera soit la R33, soit la S11. Le plus souvent, ça sera bien sûr la R33, et avec un choix de taille de spot qui va varier entre 2 à 10 mm. La durée d'impulsion, c'est le temps, ça sera bien sûr le long pulse, c'est le mode Versa. L'influence, c'est bien sûr l'énergie par la surface et seront par joule. La fréquence en Hertz, le mode de refroidissement, et ensuite on parlera du phototype des patients ainsi que de l'épaisseur de la peau. La longueur d'onde, c'est l'NDIAG, le 1064. Donc l'NDIAG Photona a une spécificité par rapport aux autres NDIAG des autres fabricants, c'est la technologie ASP. C'est bien sûr l'impulsion structurée adaptive. Donc c'est une technologie de 3e génération qui combine une large gamme de modes de durée d'impulsion de la technologie VSP avec la capacité d'adapter la structure temporelle des impulsions laser à la dynamique biophotonique de l'interaction laser-tissu. Donc, en d'autres termes, elle va nous permettre de tirer le laser à des fréquences beaucoup plus élevées qu'avant, avec moins d'effets indésirables. Pour le choix de la pièce à main, ça sera la R33. Parfois, on sera obligé de mettre la S11 pour ceux qui l'ont, pour traiter un peu la rosacée et la coprose. La taille du spot en millimètres, donc elle dépend essentiellement de la taille du vaisseau. Plus le vaisseau est large, donc on sera sur des tailles de spot qui seront plus élevées. Plus le vaisseau est profond, donc on aura des tailles plus importantes. Parce que plus le spot est large, plus il va pénétrer dans la peau. Le temps d'exposition, ça sera plus, c'est le long pulse, plus le vaisseau est profond, plus il nous faudra un temps plus important, parce qu'il faut que le faisceau ait beaucoup plus de temps pour arriver à sa cible. Ici, on a un vaisseau qui est superficiel, on aura un temps qui est plus court. L'effluence, plus le vaisseau est court, ça veut dire qu'on a une cible qui est beaucoup plus importante, ça veut dire que la cible est gorgée de chromophores. Donc, on mettra moins de fluence. Alors que si on a un vaisseau qui est fin, on a moins de cibles, donc moins de fluence. Si on a parfois des vasospasmes, il vaut mieux augmenter un tout petit peu le nombre de joules. Dans ma pratique, je ne dépasse pas quelques fluences pour ne pas avoir d'effet indésirable. Pour les spots de 2 mm, je dépasse rarement les 240 joules. En ce qui concerne les 4 mm, je suis toujours moins de 160 joules. Les spots de 6 mm, 120 joules. Et pour les 9 mm, je ne dépasse pas les 90 joules. Pour la 9 mm, on l'utilise rarement, sauf pour des veines des membres inférieurs, des grosses veines. En ce qui concerne le phototype, plus on a un phototype qui est clair, donc il faut utiliser des fluences plus basses, comme l'a bien expliqué tout à l'heure le professeur Bedawi, alors que quand on a des phototypes qui sont beaucoup plus foncés, on peut augmenter de 10 joules la fluence, mais on sera sur une cryothérapie qui est beaucoup plus importante. En ce qui concerne l'épaisseur de la peau, plus la peau est fine, on a plus de risque de nécrose, surtout au niveau des ailes du nez, des peaux cicatricielles, un peu la paupière supérieure. Voilà. Et pour la fréquence des tirs, quand on a des vaisseaux rouges, ça veut dire qu'on a un flux sanguin qui est beaucoup plus important, il faudra vraiment le suivre. Donc il ne faut pas être trop rapide, sinon le tir suivant, la surface du tir suivant ne sera pas bien froide ou refroidie. Donc on sera approximativement dans les 1,4 à 1,8 pour bien suivre le flux et voir en même temps la disparition du vaisseau.
Alors quand on a un vaisseau qui est bleu, donc le flux est beaucoup moins important, donc on peut être beaucoup plus lent avec une fréquence qui est beaucoup moins importante, allant de 1,2 Hz à 1,4 Hz. Maintenant, on va parler du système de refroidissement. Donc, c'est un système qui est très important. On ne peut pas pratiquer de laser vasculaire sans bien refroidir notre lésion. Donc, on utilise des appareils de cryothérapie type Zimmer, le 6 ou le 7, des packs de glace ou des glaçons. L'intérêt, c'est de protéger la peau et de diminuer la douleur. Donc, en pratique, je prends un thermomètre, je prends la température de la peau, de la lésion. Généralement, on est dans les 36 degrés. Je la refroidis jusqu'à obtention de moins 11 degrés de la température initiale. Donc, je suis dans les 25 degrés. Après, je commence mes tirs. Sinon, je risque soit des nécroses, soit des brûlures. Donc, c'est une étape qui est vraiment très, très importante. Donc, quand j'ai des vaisseaux qui sont qui sont un peu gros, un peu plus larges que 0,5 mm, j'utilise une cryothérapie de 8 à 9. Et quand j'ai des vaisseaux qui sont vraiment, vraiment très fins, au lacoprose, je suis sur une cryo 6 à 7 pour ne pas avoir une vasoconstriction et ne pas observer mes vaisseaux. Donc, les indications du laser, les indications sont essentiellement là pour corriger les lésions cutanées inesthétiques. Il y a une dilatation excessive des vaisseaux de la peau. Donc, sur les jambes, ça sera essentiellement les varicosités rouges, bleues ou violettes, et même dans certains cas, les varices les plus grosses. Sur le visage, ça sera la coprose, l'érythrose, la rosacée, les points rubis, les télangiectasies et les angiomes. Donc, on a bien sûr des contre-indications. On ne peut pas toucher aux gens qui ont des allergies au laser. Ils sont rares, mais n'empêche. Les femmes enceintes par éthique, les maladies inflammatoires dermatologiques en poussée, comme les rosacées, les dermatites, les infections au niveau du site à traiter, comme un herpès, des infections bactériennes, impétigo ou autres, les peaux qui sont très très bronzées, sinon on pourra les brûler, les patients qui peuvent faire des cicatrices kéloïdes. Donc on va les traiter avec beaucoup de parcimonie. Donc on a bien sûr des risques qui sont liés au laser, soit des risques oculaires quand on traite bien sûr la zone périoculaire. Donc il faut vraiment bien protéger les yeux avec des coques internes ou externes. Les risques cutanés, donc quand on utilise des fluences qui sont très importantes ou des temps qui sont plus courts ou une mauvaise indication, voilà, ou des phototypes qui sont extrêmement élevés. Donc on peut avoir bien sûr des brûlures si on gère mal les paramètres. Voilà. Sinon, on pourra avoir des nécroses. Avec l'IDEAC, c'est le risque qu'on craint le plus et c'est le risque qu'on peut avoir très fréquemment. Donc, quand on utilise des paramètres trop importants, ou si on ne refroidit pas suffisamment la cible. Ou sinon, si on fait des tirs qui sont très rapides, parce que la peau qu'on va traiter par la suite ne sera pas bien refroidie. On peut avoir un risque de dépigmentation, donc ça surgit essentiellement après une brûlure, ou on aura une hyperpigmentation. Donc, sinon, si on a des nécroses, on peut avoir bien sûr des cicatrices kéloïdes ou hypotrophiques. Donc, un petit reminder, donc, quand on a des varicosités ou des varices des membres inférieurs, il faudra demander systématiquement un échodoppler des membres inférieurs, ainsi quand on a des angiomes plans, il vaut mieux demander des TDM et des IRM cérébrales parce qu'elles peuvent être associées à d'autres maladies ou syndromes. Maintenant, on va passer à la session la plus importante ou la plus intéressante, c'est les cas traités au laser vasculaire. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de cas qu'on a traités au cabinet. Donc, j'ai traité des points rubis, mais malheureusement, on oublie de les prendre en photo, donc je ne les ai pas mentionnés dans cette présentation. Ensuite, je passe aux veines périorbitaires. C'est une demande qui est assez fréquente. C'est des femmes qui se plaignent, comme l'a dit tout à l'heure professeur Badawi, de coloration au niveau de l'œil. Quand on tire un peu la peau, c'est toujours des petits vaisseaux qui donnent cette impression qu'on a un cerne qui est bleuté. Donc, dans ce cas-là, c'est une peau qui est assez claire, avec une veine qui est un peu superficielle, de grand calibre. C'est une petite varicosité. Donc, dans ce cas-là, moi, j'avais utilisé une 4 mm
avec une fluence de 120 joules et une profondeur de un temps de 25 millisecondes. Et pour la fréquence, j'étais à 1,2. C'est un vaisseau qui est bleu, donc je peux aller doucement. Ça, c'est le résultat immédiat. On remarque un léger œdème qui suit un peu le trajet de la veine. Et après un follow-up d'un an, la veine n'est pas encore revenue. Donc le patient est content. Ici, on a une peau qui est beaucoup plus claire, avec des vaisseaux qui sont beaucoup plus profonds, qui sont beaucoup plus fins. Donc j'ai utilisé une 4 mm, avec un temps de 30 millisecondes et une fluence de 140 joules pour les veines les plus fines et de 130 joules pour la petite veine bleutée. C'est le résultat immédiat. Bon, ici, ça suit, c'est l'autre côté de l'autre œil. Par contre, ici, on a une très jolie veine qui se bifurque en 5 autres veines. Donc, il a fallu passer par la veine temporale avec une taille de spot de 4 mm, suivre un peu le trajet de chaque veine. Et j'étais à 130 joules, 35 millisecondes, et j'ai mis du 1,3 Hz. Donc, j'ai obtenu le résultat juste après. Donc, la veine disparaît. Voilà, bon, je passerai par. Donc, ça, bien sûr, c'est des veines périoculaires, encore une fois. Donc, ici, j'étais à 120 joules, 4 mm, et j'ai mis 25 millisecondes de temps. On traite même les varicosités de la paupière supérieure. Il suffit de bien protéger les yeux avec des coques internes et de bien diriger le faisceau vers l'os. Il ne faut pas le diriger vers l'œil. Ici, c'était une 2 mm. J'ai mis du 220 joules avec un temps de 10 millisecondes, avec des tirs qui sont vraiment rapprochés, mais j'ai bien refroidi ma cible avant. Mais j'étais un peu rapide parce que c'est un flux rouge et on voit toujours le sang qui passe. Voilà. On a ici un cas de varicosité temporale. Malheureusement, je n'ai pas une pièce à main de 6 mm, donc j'ai dû la traiter avec une pièce à main de 4 mm. J'ai utilisé 35 millisecondes à 40 millisecondes de temps et j'ai mis du 120 joules. Ça, c'est le côté contralatéral. C'est une autre veine. Celle-ci, elle était un peu dure à traiter avec une 4 mm. J'aurais souhaité avoir la 6. Voilà. Maintenant, je passe aux varicosités des joues. En ce qui concerne les varicosités temporales et périoculaires, après 3 ans d'expérience, j'ai jamais dû à refaire une veine. Ils sont partis, ils ne sont pas encore revenus. Alors que les varicosités des joues, elles reviennent assez souvent. Après 3-4 mois, il faudra faire des séances de rappel. Donc pour les varicosités du visage, c'est des petites varicosités rouges et violacées. Donc dans ce cas-là, j'étais sur une 4 mm. J'ai utilisé un temps qui est assez court parce qu'elles sont assez superficielles. J'étais sur 10 millisecondes avec une fluence de 140 joules et une fréquence de 1,4 Hz. Donc on peut observer à la fin du traitement la disparition des varicosités avec bien sûr un œdème qui va suivre un peu le trajet des lésions et qui disparaît dans le quart d'heure qui suit. Il suffit bien de refroidir la cible, de mettre des dermocorticoïdes. On parlera on parlera après des mesures à prendre par la suite. Dans ce cas qui est à côté, donc j'étais sur une 2 mm parce que les vaisseaux sont très très fins. J'ai mis un temps de 20 millisecondes et une fluence de 220 joules. J'ai mis approximativement la même chose. Je passe un peu au téléangiectasie des ailes du nez. Donc c'est une entité qui est assez délicate à traiter parce qu'on a un risque de nécrose de la peau qui est vraiment accru au niveau de cette zone. Donc il faut bien refroidir la zone, commencer avec de petites fluences et les augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce que la petite veine ou la petite téléangiectasie disparaisse. Dans ce cas-là, j'ai travaillé avec la 2 mm. Je préfère toujours travailler avec la 2 mm au niveau des ailes du nez. Donc, je suis plus en sécurité. Comme ça, j'ai moins de brûlures et de nécrose. Dans ce cas-là, j'ai mis un spot de 2 mm. J'ai mis 220 joules
avec un temps de 15 millisecondes. Dans ce cas-là, c'était un cas qui était beaucoup plus complexe parce que j'avais un lit de coprose. Donc j'ai dû traiter la coprose en premier. Ensuite, j'ai traité les petites veines à côté. J'ai dû faire les deux durant la même session. Bon, c'est le résultat immédiatement après, mais c'est des résultats qu'on a gardés pendant un bon bout de temps. Les téléangiectasies du nez, j'ai remarqué qu'elles revenaient après 6 mois, 1 an, alors que les veines périoculaires prennent du temps pour revenir. En ce qui concerne les varicosités des membres inférieurs, donc ce cas-là, c'était un phototype qui est assez élevé. Donc c'était un phototype 4 avec des varicosités très importantes, violacées. Donc pour les varicosités des membres inférieurs, je mets toujours une anesthésie locale, sinon c'est impossible à faire, ou sinon ça me prendra 3 heures de temps. Donc je préfère anesthésie pendant 2 heures. Par la suite, elles ont moins mal, donc elles supportent et on peut faire une session d'une demi-heure et traiter presque toute la jambe. Donc dans ce cas-là, j'ai refroidi bien sûr à l'aide du Zimmer et des glaçons. Ensuite, j'ai commencé mon traitement veine par veine. Donc j'ai mis un spot de 4 mm et j'ai adapté mes fluences selon tout diamètre de veine. En ce qui concerne la zone périmalléolaire, c'est une zone à risque parce que on risque de faire beaucoup de nécrose et les veines sont extrêmement fines et rouges. Dans ce cas-là, j'ai travaillé avec la 2 mm avec des temps qui sont beaucoup plus importants à l'ordre de 30 millisecondes et des fluences allant de 220 joules à 240 joules. Donc c'est une photo. Donc le résultat au niveau des varicosités des membres inférieurs, on l'observe après 2 mois. Alors qu'au niveau du visage, c'est des résultats qui sont immédiats. Aline, la vidéo. Quand tu appuies dessus, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des varicosités des membres inférieurs, je préfère toujours pincer la peau pour avoir un meilleur flux, un flux beaucoup plus important au niveau des veines, plutôt beaucoup plus de sang au niveau des veines. Donc on a plus de cibles, plus de chromophores, et on pourra mettre moins de fluence et moins de risque de brûlure. Donc comme vous pouvez le remarquer, les veines disparaissent sur le champ. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je passe à... Voilà. Ici, je pense que sur cette vidéo, ça sera beaucoup plus visible. Est-ce qu'ils arrivent à voir? On est obligé de dupliquer, mais après je vais remettre... Je ne peux pas l'agrandir. Non, on peut pas. On peut pas. D'accord. C'est très bien. J'espère que vous arrivez à voir au niveau de la vidéo. Donc, dès qu'on tape bien le vaisseau avec les bons paramètres, il disparaît sur le champ. Par la suite, ils peuvent réapparaître, mais il faudra attendre un minimum de 2 mois pour avoir le résultat final.
continue comme ça. Maintenant, c'est un cas de rosacée avec des télangiectasies et une coprose. Bon, c'est un patient qui est assez spécial. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas prendre de photos, sinon j'aurai des problèmes. Je n'ai pas eu son consentement pour pouvoir publier sa photo, mais c'est un cas qui est assez intéressant. Donc, c'est un cas qui a des télangiectasies et des coproses. Il avait fait au moins 10 séances de laser auparavant. Il vient chez moi au cabinet. Il n'a jamais eu de bons résultats. Donc, il m'a demandé de ne pas avoir de bleu. Je lui ai assuré qu'on en a très peu. Et ça a tombé sur lui. Donc, j'ai dû traiter sa coprose et ses télangiectasies durant la même session. J'ai un purpura. Donc, il a stressé pendant une semaine. Et par la suite, on a eu un super bon résultat. Donc, ici, donc, j'avais mis, pour traiter la coprose, j'avais exagéré un peu au niveau des paramètres. J'avais mis du 4 mm, 120 joules, 15 millisecondes. Et pour les télangiectasies, j'avais travaillé avec une 2 mm, 10 millisecondes, 240 joules. Donc, une session était suffisante pour faire disparaître la rosacée avec ces télangiectasies. Ça, c'est le résultat après un mois. La première semaine, il était tout bleu avec un gros purpura qu'on a dû gérer avec de l'arnica, des dermocorticoïdes et une protection antivirale. Par la suite, comme vous pouvez le constater, après une année, rien n'est réapparu. Heureusement pour lui. Ici, on va entamer des lésions qui ne sont pas très jolies à voir. C'est des télangiectasies varicosités sur des tissus cicatriciels. Ça, c'est une grosse cicatrice kéloïde chez une petite fille de 6 ans, après brûlure 3e degré, qui a été maltraitée. Donc, comme vous pouvez le voir sur la première photo, c'est une lésion kéloïde très très rouge avec beaucoup de vaisseaux. Donc, l'injecter avec des dermocorticoïdes sur une lésion qui est beaucoup plus importante, ça serait un peu dangereux. L'injecter sans avoir beaucoup de sang, c'est risqué. Donc, on a dû la sédater pour pouvoir lui faire un laser vasculaire. Ça, c'est une peau cicatricielle, donc ce n'est pas une peau normale. Donc, c'est une peau qui est beaucoup plus fine. Donc, j'ai mis des fluences qui sont beaucoup plus basses avec des temps qui sont beaucoup plus courts parce que la peau est vraiment transparente. Donc, j'ai utilisé la 4 mm avec, j'ai mis 100 joules, 10 millisecondes. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on tape un vaisseau, on le voyait vraiment disparaître et ça courait un peu de partout. Donc, c'était un peu comme un jeu comme les jeux télévisés. Après un mois, alhamdoulilah, donc toute la lésion vasculaire a disparu. J'ai beaucoup d'autres photos. Et après un mois, il a pu au moins soulever son bras. Donc, on était très contents. Et maintenant, on est en train de traiter un peu la peau au laser Erbiamiag pour la préparer à une éventuelle intervention chirurgicale. Donc, une session de laser vasculaire nous a permis d'avoir ce résultat. J'ai même osé mettre un laser vasculaire sur un érythème post-acné, ce qui m'a permis d'avoir moins de cicatrices. Donc, en enlevant toute l'inflammation, on a moins de processus inflammatoires qui va nous causer des cicatrices. J'ai eu un joli résultat en attendant de passer à un Erbiamiag. Donc, après le traitement, généralement, on a une disparition immédiate des lésions, les varicosités et les télangiectasies, surtout au niveau de la face. Au niveau des jambes, beaucoup moins, il faut attendre un minimum de 2 mois. Donc, on a un œdème sur tout le trajet de la lésion, c'est ce qu'on appelle le endpoint, un érythème de la peau, un purpura s'il y a une photothermolyse. Donc, le traitement post-laser immédiat, donc il faut appliquer des packs de glace et le froid, même si on a fini la séance. J'applique généralement des dermocorticoïdes, œillettes rouges anti-inflammatoires, des crèmes à base de vitamine K, des crèmes cicatrisantes et de l'arnica ou le lyoton gel en cas de bleu. Si on a une brûlure ou nécrose au niveau de la face, il faut faire
systématiquement une couverture antivirale, des crèmes cicatrisantes, des sprays désinfectants. Il vaut mieux les traiter dans les jours qui suivent. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que la cicatrice surgisse. Il faut mieux injecter de la mésothérapie, du dexpanthénol, de l'ADN gel pour permettre à la peau de vite cicatriser et d'avoir moins de trous. Voilà. En conclusion, le laser NDIAC, c'est un outil indispensable dans le traitement des lésions vasculaires grâce à sa longueur d'onde qui nous permet de traiter les lésions au niveau de l'épiderme, du derme jusqu'à l'hypoderme quand on a des grosses veines au niveau des membres inférieurs. Donc le choix des paramètres est indispensable à la réussite du traitement, donc pas trop fort et pas trop profond. Et il faut faire très très attention aux risques cicatriciels, notamment les nécroses, d'où l'importance du refroidissement de la cible. Et je vous remercie. Merci pour cette très